Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. J'ai quelqu'un de basique simple à côté de moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire basique simple, mais j'ai envie de le baptiser autrement. En fait, il y a une librairie à Bulle, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette librairie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Deux Cap et Deux Mots. Et ils avaient fait un brainstorming pour savoir comment ils allaient s'appeler. Et entre autres, comme nom, il y avait Aux zombies cultivés. Voilà. Je te donne ça, je trouve que ça te va assez bien. Un zombie cultivé. J'ai hésité à appeler le Twitch aux zombies cultivés. Bonjour François-Xavier, tu vas comment? Ben, ça va, et vous, monsieur Cotin? Comment Ça va allez-vous? bien, monsieur Cotin? Oui, t'as le même nom que moi. Oui, bah oui. Mais tu sais, je suis basique simple, je suis comme on m'a fait, hein. D'accord. Zut. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, parce que j'ai mon invité surprise. Je suis vraiment content qu'il soit là. Et pour planter le décor, je vais commencer par un petit texte. J'ai d'abord donné un petit signet à François-Xavier de Plonk à Replonk. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la reste hyperactif de Madame Bémol. Merci beaucoup. Oui, c'est rigolo. Donc en fait, l'institutrice est la seule nette sur la photo et tous les autres sont flous. À part une gamine qui louche au premier plan. C'est pas sympa. Ah ben, elle louche, j'y peux rien. Et voici venu pour moi le moment de cesser d'importuner davantage le lecteur. De le remercier de lui dire au revoir. C'est en effet ma dernière contribution à cette rubrique sur des sujets touchant à l'école, amorcée il y a 2 ans grâce à une proposition de la direction du journal qui accueille ces textes. L'idée de départ, qui nous semble toujours importante, était qu'il semblait nécessaire, plus que jamais nécessaire, d'ouvrir une fenêtre de dialogue autour de l'école et de ses multiples aspects. L'école, celle que nous connaissons et que nous considérons plus ou moins comme incontestable, n'a pas toujours existé, n'est pas immuable et n'est pas non plus éternelle. Elle tire ses racines de ce que Max Frisch aurait appelé l'aventure des temps modernes tentée en Occident, à savoir les Lumières. Cette aventure s'étend et se développe au XIXe siècle et nous rejoint avec toutes ses imperfections, toutes ses contradictions, mais aussi avec tous ses rêves. Donner à chacun l'occasion de grandir, de développer une conscience critique, de devenir un citoyen égal parmi les égaux, doté de droits, dans la limite du possible, libre et responsable. C'est ton travail? Oh, l'entame. C'était mon travail. Effectivement, c'était mon travail. Ou c'est mon Non, travail jusqu'au 31 août. mais non, tu t'en vas. Mais oui, Mais qu'est-ce je que m'en tu... vais. Mais non. Mais Si, pourquoi? je quitte l'éducation nationale. Ben parce que je trouve que l'éducation nationale ne correspond plus du tout à cette définition que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup. Donc la définition, c'est tiré d'un bouquin magnifique chez Réalité Sociale qui s'appelle Une goutte de splendeur de Fabio Pusterla, qui est également le traducteur de Jacoté. Voilà. Et c'est Chronique de la vie d'un enseignant. Je ne sais pas si tu connais cet éditeur, c'est un éditeur assez intéressant, un éditeur suisse. Et c'est traduit de l'italien par Mathilde Michel. Voilà. Non, je ne connais pas cette maison d'édition. J'ai plein de maisons d'édition suisses à découvrir. Je crois qu'il y a des éditions qui s'appellent des éditions Lambda. Ça a l'air d'être sympa comme truc. Oui, je crois. Je dirais ça. Et alors, donc Pusterla, il a écrit. Toi, tu as écrit là-dessus? Tout à fait. Tout à fait. J'ai, en fait, au mois de janvier dernier, à la rentrée des vacances, j'ai été excédé par une énième balourdise de notre ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer. Oh, Qui est... Attends, Jean-Michel Blanquer. Attends, ça me dit quelque chose. J'ai un petit truc. Que de rebondissements dans cette émission. Et ah non. Ouais, alors c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais c'est Bradbury. C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Mais il y a eu un parce truc que avec Bradbury. Celui-là, il a pas été brûlé. Donc, Il y a eu un truc avec Bradbury. Ouais. Oui. Alors, tu me laisses répondre à tes questions ou non, mais maintenant, vas-y. Ok. Je te laisse, t'as des pistes. Ouais, alors je vais essayer de répondre aux deux de manière enchaînée et enchâssée. Donc, en janvier, on avait découvert juste la veille de la rentrée, il y avait encore
les contraintes liées au Covid et tout ça, le protocole sanitaire, le nouveau protocole sanitaire. Et en fait, il avait été publié dans le Parisien le dimanche, donc la veille de la rentrée. Parce que tu es enseignant en France. Exactement. J'étais enseignant en France, à Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen, en Normandie. Okay. Et sauf que, en fait, pour accéder, donc, on n'avait pas les consignes. Et pour les avoir, il fallait lire le journal, soit la veille de la rentrée, soit. Et en plus, il fallait payer parce que c'était réservé aux abonnés. Donc, c'était un truc de plus qui m'a saoulé. Et donc, le lendemain, le jour de la rentrée, j'ai voulu raconter ça en me disant, voilà, je vais faire un truc que j'ai appelé journal protocolaire. Je vais coucher sur le papier juste ma colère suite à ça. Donc j'ai fait un mini chapitre, voilà. Puis le lendemain, j'avais autre chose à raconter, pas sur le protocole, mais sur d'autres trucs. Et puis une chose en amenant une autre, et ben j'ai écrit un peu tous les jours. Et puis le hasard, je sais pas si c'est le hasard, mais a fait que la vie a fait que c'est pile à ce moment-là que j'ai choisi de me reconvertir et donc de changer de profession. Et donc ce journal protocolaire à la base, c'est devenu un livre déjà parce qu'il est devenu très conséquent au fil des mois, en 6 mois. Et puis ça raconte en fait tout mon cheminement jusqu'à l'obtention de ma rupture conventionnelle à la fin et ma démission de l'éducation nationale qui est intervenue il y a 2 mois. Alors quand j'ai dit que je voulais être prof, ceux qui ont vu le premier Twitch, mon père, je ne dirais pas qui c'est, mais mon père était navré en me disant non, ah non, pas prof, voilà, donc il doit être content de savoir que je ne suis plus non, ce je suis pas vraiment content. Non, ça m'a désolé. En fait, quand tu étais petit, donc là, tu es vraiment très grand. Quand tu étais petit, tu disais toujours je vais être journaliste. Oui. Je me disais, ah, c'est chouette un journaliste. Puis un jour, tu viens, puis tu me dis, je vais être prof. Et franchement, bon, bref. Et aujourd'hui, après avoir vu ce que tu as fait, j'ai même été dans ta classe, hein, avec un auteur, avec Andreas Becker, pendant 3 jours. Après avoir vu ce que tu avais fait comme travail, je sais pas moi, présenter le voyage au bout de la nuit dans des classes qui sont pas spécialement faciles, faire découvrir des auteurs, faire découvrir la littérature, gueule d'Andreas Becker, voilà, c'est quand même pas facile. Et je me dis, ben, il faut des enseignants comme ça, puis ils se barrent. Voilà. Maintenant que tu as compris pourquoi j'y étais, maintenant que j'ai compris, tu t'en vas. Voilà. Donc, faut tuer le père. Hein. T'es pas abonné au Parisien. Ah, c'est moche. Bah, franchement, qu'est-ce que t'attends? En plus, j'ai écrit un livre sur le PSG, je devrais être abonné au Parisien. Ah oui, il y a un livre sur le PSG. Ouais. Ça, c'est. En fait, François Xavier, donc, le livre qu'il a écrit, j'ai dit, je le classe dans le rayon sport. J'ai que ce livre-là en sport. Je suis désolé, mais j'en ai pas d'autres. Donc voilà, c'est Histoire insolite et secrète du PSG. Et tu vas bientôt aller faire une dédicace en plus de ce livre-là. Mais tout à fait, on est invité avec mon co-auteur et meilleur ami Julien Mailleux, tout à fait, dans un peu plus d'1 mois. Je crois que c'est le week-end du 22 ou 23 septembre, en Bourgogne, pour un salon du livre de sport. Et on va... Oh la vache, tu me pièges. Si Julien regarde, il pourra préciser, sinon je vais chercher sur mon téléphone. C'est pas Cussy ou quelque chose comme ça en fin fond de la Bourgogne. Et donc, on va faire des tables rondes et puis des séances de dédicaces autour de notre livre sur le Paris Saint-Germain. Alors, en plus, avoir fait un bouquin sur le Paris Saint-Germain et pas être abonné aux Parisiens, franchement, je ne sais pas, c'est pas très respectueux. C'est vrai, c'est pas très respectueux de Jean-Michel Blanquer. Bon, voilà, je te laisse continuer. Donc, continuer quoi je sais pas, t'es pas abonné aux Parisiens, tu quittes l'éducation nationale, ouais. T'as écrit, t'as de quoi nous lire. Mais tout à fait, en fait, j'ai sélectionné un chapitre, je savais que je venais ce soir. Donc, un de mes chapitres du journal protocolaire, j'ai hésité sur ce que je pouvais raconter parce que je l'ai envoyé à des éditeurs, j'attends de voir si ça en intéresse certains. Et il y a différentes typologies de chapitres. Il y en a qui racontent vraiment certaines séances de cours en classe. Il y en a qui sont un peu hors classe, qui parlent de destinée d'élèves que j'accompagne ou d'autres collègues accompagnent. Il y a des fois des chapitres qui parlent de la vie de l'établissement au sens large, ce que font les agents, ce que font les surveillants et tout ça. Et il y a des chapitres, et c'est un de ceux que je vais lire, qui parlent de ma reconversion, et notamment de mes allers et retours au rectorat. Donc le rectorat, je ne sais pas s'il y a ça en Suisse,
mais c'est le bâtiment académique qui gère les personnels et où on ne se rend que rarement. On y va de manière générale à 2 occasions pour manifester. Et là, ils ferment les grilles parce qu'ils ont peur qu'on les brûle. Voilà. Et bon, Pourquoi on les brûle? Alors, c'est la référence qu'il y avait tout à l'heure à Jean-Michel Blanquer, parce que lors d'une manif, j'avais eu le malheur de brûler mon exemplaire de jeunesse de Fahrenheit 451 pour protester contre Jean-Michel Blanquer, qu'il en a eu vent et qu'à la radio le dimanche d'après chez Alibadou, il m'avait menacé nommément en disant que je ne méritais pas d'être enseignant, que j'avais aucune culture et que je devais être sanctionné. Ce qui n'a pas aidé à me donner envie de rester dans l'institution. Donc on y va pour ça, ou on y va quand il y a un gros souci ou quelque chose en lien avec notre carrière, notre conversion éventuelle, etc. Donc ça a été mon cas. Et j'ai rempli, je pitch un peu le truc parce que sinon on va pas comprendre. Et j'avais rempli juste avant ce qui s'appelle le RSST, le registre santé et sécurité au travail, qui est quelque chose qui permet quand ça va pas de mettre un message pour expliquer pourquoi ça va pas. Et l'employeur a normalement 6 mois pour nous répondre et trouver une solution. Donc on est une vingtaine à l'avoir fait. Je suis le seul à avoir eu un coup de fil en 1 an et demi. Et moi, le seul truc qui a fait que j'ai eu un rendez-vous, c'est parce que j'avais intitulé mon truc démission. Voilà. Donc c'était de la provoque un peu à la base. Sauf que 6 mois après, en fait, c'est devenu une réalité. Et donc ce que je raconte dans le chapitre que je vais lire là, c'est mon premier rendez-vous recteur. Mais Blanquer, il t'a menacé. Oui, de sanctions. Tout à fait. Il a voulu te virer. Oui, il a dit que j'étais indigne d'exercer ma profession d'enseignant. Ah bah voilà, il doit être content aujourd'hui. Mm. Il est parti avant toi. Il est parti avant. Ah ouais, c'est ça. C'était ma petite victoire, j'ai fait plus longtemps que lui. Alors, un copain commence sa carrière de prof en septembre, me met à 120 km de sa maison. Ben ça, c'est pas mal, ça, 120 km. Je parlerai de ton livre. Alors, pour l'instant, il n'est pas publié, mais Karamazov, si ça t'intéresse ton copain, tu mets ton adresse mail et puis je peux t'envoyer ça. C'est libre de droit pour l'instant. Tu vois ça avec Laura Richard, voilà. C'est elle qui gère le Twitch. Au contraire, hein, parce que j'ai pas fini là-dessus, mais j'ai commencé ça comme un exutoire, et puis j'en ai parlé à un collègue à qui je l'ai envoyé, puis 2, puis 3, puis 10, puis à la fin, ma liste de diffusion, il y avait une centaine de personnes de l'éducation nationale ou en dehors qui me disaient « Ah, c'est marrant, je pensais pas que le métier de prof c'était ça, et tout ça. » Donc c'est ce qui m'a fait me dire « Bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'être publié. » quoi. Allez, je te laisse lire. Donc tu m'arrêtes parce qu'il est un peu long celui-là. Non, je t'arrête pas. Voilà. Salut les copains père et fils. Ah. Salut Stringer Bell. Alors, qui peut être Stringer Bell? C'est une bonne question. Bon, alors, c'est parti. Journal protocolaire J21. Ce matin, j'avais donc rendez-vous au rectorat. En arrivant sur place, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu les barrières ouvertes. Toutes les fois où j'y suis venu ces dernières années, c'était en fin de manif. Et c'est devenu rituel. Pour ne plus avoir à nous dire que personne ne nous recevra, maintenant, on nous ferme les grilles à la gueule avant qu'on arrive. On a l'habitude désormais. Là, tout était ouvert, il faisait beau, la pelouse était toute rase et les bosquets bien taillés. C'est très joli le rectorat. Il y a une cour intérieure immense avec un joli petit kiosque, des murs impeccablement peints, une hauteur sous plafond de ouf. Tout le monde se déplace à pas feutrés, se fait des politesses pour se laisser passer et boit son café debout. Oui, debout, dans le couloir à côté de la machine. Je me dis que ça doit être chouette de bosser pour un employeur qui choisit à ce point ses salariés. On me prend une pièce d'identité, m'invite à coller un joli sticker visiteur sur mon manteau et m'indique le petit salon que je pourrais attendre. Même leurs fauteuils sont ultra doux. C'est trop bien le rectorat, je veux rester là toute ma vie. Malheureusement, bientôt, on vient me chercher. Le jeune homme qui me montre le chemin est adorable. Je passe devant des bureaux à la file, tous plus vastes et lumineux les uns que les autres. Je croise des gens bien habillés, dont certains qui doivent être importants puisqu'ils nous toisent en haussant un sourcil, mon sweat et moi. Mon guide m'indique une porte que j'ouvre et derrière laquelle il y a d'autres fauteuils. Il s'excuse parce que je vais devoir attendre un peu, mais pas longtemps a priori. Je lui dis qu'il n'y a aucun problème. Au fond de moi, je suis exalté à l'idée de pouvoir de nouveau goûter à la douceur satinée des assises du lieu. Plusieurs personnes passent et me saluent cordialement avec de toutes petites voix toutes mignonnes. Je cherche à deviner à chaque nouvelle apparition s'il s'agit d'Artémis Lebois, l'infirmière qui m'a convié. Quand j'avais lu son nom et son prénom, je m'étais dit que c'était forcément bon signe parce que ça me faisait penser à un mélange entre 2 poèmes de Nerval que j'adore, Artémis et Delphica. Et que ça faisait nom de personnage de série plutôt classe, genre inspectrice un peu badass avec un QI au-dessus de tout le monde et un sens de la punchline ravageur. Après, depuis que je suis assis là, je me dis que le décor et l'ambiance sont pas exactement ce que j'imaginais en matière d'action, mais sait-on jamais.
Artémis arrive. Elle aussi est toute souriante, toute douce et toute mimi. J'entre dans son office, qui fait environ la moitié de certaines de nos salles de classe, quand son bureau fait le triple des nôtres. Quant à la vue sur le jardin du rectorat que je découvre par sa fenêtre, elle me change un peu de celle du périph' quand je suis en cours. En fait, c'est dans cette pièce que je veux rester toute ma vie. Elle commence par me demander de décliner mon identité, mon adresse, mon ancienneté dans le boulot, bref, le genre de choses auxquelles elle doit avoir accès en 2 clics. Mais bon, je me dis que c'est une façon de briser la glace comme une autre. Ou alors, c'est comme quand on me redemande qui je suis et où je suis né quand je vais donner mon plasma. Elle vérifie juste que je suis pas au bord du malaise. En attendant, elle pianote à chacun de mes mots. Artemis m'explique ensuite pourquoi je suis là. Mon dernier message sur le RSST. Elle l'a relevé, comme elle a relevé que plusieurs de mes collègues en avaient laissé un également. Pourquoi moi alors? Parce que ça semblait plus grave. Ah, bon. Elle n'a pas dû lire celui de Julien alors. Bref, arrive le moment fatidique où elle me demande ce qui me pose problème dans mon travail. Je savais qu'elle me demanderait ça, mais à chaque fois que j'avais essayé de réfléchir à la façon dont je répondrais à cette question le moment venu, je ne savais pas par quoi commencer. Résultat, j'appréhendais pas mal cet instant. Et puis contre toute attente, je me mets à parler, et ça coule tout seul. Je commence par ce qui a dû être un burn-out qui cachait son nom il y a 1 an et demi de ça, puis le désir, voire le besoin de chercher une porte de sortie après, et donc le lancement de mon processus de reconversion 8 mois plus tard. Je détaille ensuite ce qui, selon moi, m'a envoyé là, les conditions de travail, le fait d'être plus agent sanitaire que prof depuis 2 ans, la souffrance des gosses, celle de mes collègues, l'absence de reconnaissance à tous les niveaux, voire le dédain quand j'ai attendu plus d'1 an après avoir avoué la première fois ma détresse via le RSST pour avoir une réponse, et, enfin, un rendez-vous. Artemis pianote non-stop et ponctue mes déclarations de regards consternés et de hochements de tête approbateurs. Comme c'est assez systématique, j'élabore 2 hypothèses. 1. Elle est vraiment concernée par ce que je raconte. 2. Elle fait comme ceux qui passent le permis et doivent exagérer leur regard à l'adresse des rétros pour être sûr que l'examinateur les a bien vus faire. J'attends la fin du rendez-vous pour trancher. Je finis en évoquant l'aspect concret de la situation au collège, avec la bordure de périph', les fuites dans les canalisations, les portes et les fenêtres qui s'ouvrent et ou ne se ferment pas, les murs en lambeaux. Je me dis pendant que je parle que finalement, ça fait 4 semaines que je le prépare cet entretien. Ce que je lui ressors, c'est juste un best-of de mon journal protocolaire. Je termine en balayant du bras l'endroit où on se trouve. Vous voyez, là où vous travaillez, vous, je trouve ça super. Votre bureau est top, votre ordinateur a l'air tout récent, la peinture est neuve, la vue est apaisante et votre fauteuil, il donne juste envie de s'asseoir dessus. Attention, je ne dis pas que je ne suis pas content pour vous, mais je dois bien vous avouer que je suis un peu jaloux. J'ai ajouté la dernière phrase au moment où j'ai senti dans son regard qu'elle avait un moment de flottement en espérant que je ne saute pas sur ses genoux. Artemis se détend alors et continue de noter ce que je dis sur son joli PC. Puis après, je vais arrêter parce que sinon, je suis à la moitié du truc. Mais alors, Artemis, ça me fait penser à un truc que j'ai choisi, c'est drôle. Ah. Ouais, c'est un truc sur Lausanne. Bientôt, le bateau s'arrête à Lausanne et me dépose sur la rive avec tout mon bagage entre les bras des douaniers. Lorsqu'il devient bien, constater que je n'emporte pas de cigares français, la vraie régie, dont l'Helvétien est avide, on me livre à 4 commissionnaires qui tiennent à se partager mes effets. L'un porte ma valise, l'autre mon chapeau, l'autre mon parapluie, l'autre ne porte rien. Ça te dit quelque chose? Non, vas-y. Voyage en Orient de Nerval. Ah oui, donc c'est rigolo. Et effectivement, c'est. Oui, t'étais pas au courant de ce que j'allais lire. Non, je savais pas du tout. Et je sais que Nerval, c'est un poète que t'adores, un écrivain que t'adores. Oui. Donc voilà, je me dis, je vais prendre un petit texte de Nerval. Ok, donc en fait, tu as postulé au rectorat pour être dans les bureaux du rectorat. J'aurais pu, mais non. Non. Il faut que tu lises, ces derniers chapitres sont les meilleurs. Oui, bah ça y est, j'ai repéré qui c'était, du coup. Je crois que. Il faudra que tu lises un petit extrait d'un dernier chapitre. Ouais, mais bon, après, la personne qui écrit, là, je pense qu'elle a coécrit un livre sur le PSG, et c'est une personne qui n'est pas très objective. Ah, mais quand même, il faut répondre, il faut dire oui. C'est vrai. D'accord, on va faire ça. Je verrai pour lire. Et alors, moi j'ai des pistes par rapport à la suite. Si je te dis, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Le corps enseignant ou... Par exemple, moi je pensais à autre chose par rapport à un nouveau travail. C'est toi. Bonjour toi. Qu'est-ce que c'est qu'un Je donnerais une définition comme le corps s'exprime en points et définit l'épaisseur nécessaire pour supporter toute la lettre. D'accord. Et jambage compris. Ok. Et par exemple, voilà ce qu'il fait maintenant, entre autres. Entre autres.
lexique des règles typographiques. C'est devenu ma Bible. Eh oui, eh oui. Bah oui. Donc là, c'est tous les signes, en fait, des Des typographes, enfin des correcteurs des ou des correcteurs. relecteurs. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, c'est mon nouveau métier. Correcteur et relecteur de manuscrits. Voilà. Voilà. Entre autres. Entre autres, en plus de chercher à être un peu écrivain. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que correcteur? Correcteur. Alors, correcteur, on m'envoie. Alors, ça dépend des maisons d'édition. Mais de manière générale, on m'envoie un manuscrit. La maison d'édition. La maison d'édition m'envoie un manuscrit qui doit être relu et corrigé. Je dois faire attention et à la ponctuation et aux espaces, la mise en page et tout. Et puis évidemment à tout ce qui est correction de la langue française. Donc l'orthographe, il va de soi, la grammaire, les répétitions éventuellement. Pour faire en sorte, une fois que mon passage a été effectué, qu'il puisse être définitivement mis en page envoyé à l'impression. C'est mon travail. Et alors, pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'après avoir corrigé des copies d'élèves de REP pendant 12 ans, ça va, j'ai un seuil de tolérance déjà à l'erreur assez important. Et puis que ça me plaît, en fait. Je découvre plein de textes. J'ai le petit frisson de découvrir le texte avant qu'il soit publié, déjà c'est sympa. En plus, je pense que c'est... Il y a la modératrice qui prend parti. Attention. Ouais, bah, elle fait du plaisir à la modératrice. Bah oui, mais il y a un moment, je vais pas tout lire non plus. Je suis reparti en arrière, enfin, sur la fin du truc pour Monsieur Stringerbell. Donc voilà. Mais la fin de l'histoire d'Artémis, je pourrais la lire tout à l'heure. D'accord. Mais on va revenir. Je veux pas trop déborder sur ton Twitch. Non, mais il n'y a pas de débordage. C'est ça. Et puis non, ça me plaît. J'aime bien les rapports avec l'éditeur, le fait de discuter ensemble, parce qu'il y a des fois il y a des choix éditoriaux sur telle ou telle typographie. Voir le fait que j'ai la double casquette d'auteur et puis de correcteur, ça me permet aussi de mesurer ce dont on parlait l'autre jour, la susceptibilité de l'écrivain. C'est-à-dire c'est pas négatif, mais moi par exemple, je suis très attaché à la ponctuation et j'ai du mal, j'aurais du mal à ce qu'on change une virgule par un point virgule sans m'en avertir. C'est bête, mais voilà. Donc, je comprends complètement et j'aime bien le fait de pouvoir mettre une note pour dire bah, moi je pense que ça ce serait mieux, mais c'est à voir avec l'auteur, on en discute et voilà, ça me plaît ce travail de co-construction en fait. Et si je te lis un truc comme ça, tu vas peut-être faire un lien. Attention, attention. Alors, l'expérience journalière prouve que la connaissance d'une langue facilite celle d'une autre. Or, on n'a qu'à généraliser cette observation pour se convaincre qu'on tâchera en vain de rendre compte d'une langue quelconque et de l'expliquer d'une manière vraiment satisfaisante, sans porter constamment, autant que possible, ses regards en même temps vers l'universalité des langues connues. L'auteur, c'est un certain Humboldt. Ah non. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est préparé cette émission? Qu'est-ce que c'est préparé? Le prodige de l'origine des langues. Et pourquoi je te parle de Humboldt? C'est une bonne question. Et ben pourquoi me parles-tu de Humboldt? Parce que le dernier manuscrit que j'ai corrigé, c'est L'eau et le feu de Gilles Fumet, qui est un livre qui est édité par quelqu'un qui s'appelle Laurent Pité, et c'est Figures de l'itinérant, je crois, le titre de la collection. C'est Roditude, et qui parle de ce... C'est l'autre ligne. L'autre ligne. Qui parle de ce grand géographe dont j'ignorais tout en fait du 19e siècle, qui est plus que géographe, géologue, enfin voilà, il a fait beaucoup de choses, et qui en fait était tellement connu qu'il se disait au 19e siècle que c'était la personne la plus connue au monde après Napoléon. Donc c'est marrant parce qu'on n'a pas retenu grand chose, mais au niveau il y a certaines personnes connues qui ont donné leur nom à des massifs montagneux, à des rivières, à des chaînes de montagnes, etc. Et ben Humboldt, c'est le numéro 1. C'est celui qui a donné le plus son nom dans le monde à plein de choses. Et le livre que j'ai corrigé raconte notamment son expédition en Amérique du Sud, et au cours de laquelle il a mesuré et découvert une quantité de choses qui sont encore très très marquantes. Et c'est quasiment le père de l'écologie moderne, finalement, parce que c'est le premier à avoir vu de manière très pragmatique les interactions qu'il peut y avoir entre la moindre modification que l'homme peut faire sur un environnement et les répercussions que ça peut avoir à très grande échelle. Il y a quelque chose de l'ordre de la symbiose, de l'effet papillon, et puis voilà,
voilà, ce qu'on paye un peu aujourd'hui en ayant un peu ignoré tout ça. Mais Gilles Fumet, lui, il enseigne à la Sorbonne, et c'est pas un bouquin trop difficile à lire, ça se lit comment? Alors, pas du tout. Honnêtement, ça se lit vraiment super bien. Alors, ça, c'est bien corrigé. C'est bien corrigé. Non, non, ça, c'est ça que tu cherches. Je m'en doutais, j'avais repéré. Ah, tu l'as repéré. J'avais repéré. Non, non, mais je dis pas que c'est bien corrigé. Je dis que ça s'est bien corrigé parce que travailler avec Gilles Fumet Ça, et Laurent Pité, c'est ça, cool. c'est le premier en fait de la collection chez Double Ligne, Anne-Marie Schwarzenbach, La vie en mouvement, et que tu avais corrigé aussi. Oui, celui-là, oui, c'est le premier de la collection et je l'ai corrigé. Alors, très très bien aussi. Hein. Vraiment, c'est pareil, j'ai tout découvert. Je ne connaissais pas du tout Anne-Marie Schwarzenbach, féministe début des années 30, anti-nazi dans une famille qui était pro-nazi, lesbienne, droguée, voyageuse et poétesse incroyable, une figure magistrale, avec une mère mais, pété au casque complètement, alors, incroyable. Et celui-ci avait été écrit par Véronique Bergen. Ouais. Et c'est vraiment, alors là pareil, c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé corriger et lire. C'est une très belle édition en plus. Ouais, c'est sympa, c'est des éditions illustrées. Voilà, donc Humboldt, sur le site de Double Ligne, je crois qu'il est annoncé. C'est publication à l'automne, je crois. Voilà, donc l'automne, c'est bientôt, donc vous pouvez déjà noter sur vos références. Voilà. Voilà, on en était où? On en était oui, à ton travail. Ouais, parce que entre deux, t'écris quand même. J'ai trouvé un truc que tu avais écrit il y a quelques temps. Le réseau fait partie de la longue liste des bonnes idées ayant débouché sur des catastrophes. Bien sûr, à l'origine, il s'agissait d'un espace d'intense liberté, prélude à une émancipation du peuple jugulé par des États castrateurs. Et puis, subrepticement, l'arme s'est retournée contre ses utilisateurs. Le réseau est peu à peu devenu un outil de surveillance et de contrôle de ces mêmes États, puis de la fédération. Quand certains s'en rendirent compte, il était depuis longtemps trop tard. Tout était connecté, à commencer par les hommes eux-mêmes. Et ça, je me souviens. Tu te souviens, ça s'appelle Une mouche bleue. Toujours pas publié. Toujours pas publié. Premier roman. Voilà, premier roman. En deux tomes. Donc s'il y a un éditeur que ça intéresse... voilà. C'est très science-fiction, pour le coup. Parce que ça, c'est le premier. Ça, c'est le... Enfin, le premier... Il y a le premier tome, en fait. Premier tome, voilà. J'ai regroupé ça sous... qui s'appelle Les Chroniques des Après. Et le premier tome, c'est Une mouche bleue. Et le deuxième, c'est Émissaire d'Aubépine. Émissaire d'Aubépine. Émissaire d'Aubépine. D'accord. Et l'ensemble s'appelle Les Chroniques des Après. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est pas publié. Ok. Eh bien, très bien. Donc voilà, donc tu écris un peu. J'écris un peu. Tu corriges un peu. Je corrige beaucoup. Tu corriges beaucoup. Tu fais du sport au PSG en écrivant des livres sur le PSG. C'est ça. Et tu vas les supporter. Je sais pas, avec Julien, on a comme projet depuis longtemps de faire une banderole. Julien a écrit un très bon chapitre sur les banderoles du PSG dans le livre. C'est c'est un super chapitre. Et je dis pas ça parce que c'est dans notre livre, c'est unique parce que c'est Julien qui l'a écrit, mais c'est vraiment mes chapitres préférés. Il est super. Et non, on a comme projet d'aller. Moi, je suis jamais allé au Parc des Princes. Il paraît que c'est une ambiance incroyable. J'aimerais bien aller voir ce que ça fait. Peut-être sur la route de la Bourgogne. Je sais pas. S'il y a un match le vendredi soir. Julien, je te charge de regarder. Mais Julien, il nous a toujours pas donné l'endroit où il y a ce salon du livre. On veut tous y aller. Ben oui, salon du livre spécialisé dans le sport. Et en attendant, j'ai pensé à autre chose. Il me semble que il y a autre chose qui est écrit. Reste donc à penser. On passe un peu du coq à l'âne, hein, vous allez voir, mais reste donc à penser la politique freudienne. Le dernier paragraphe de Pour introduire le narcissisme commençait ainsi. De l'idéal du moi, une voie importante conduit à la compréhension de la psychologie des masses. Outre son côté individuel, cet idéal a un côté social. C'est également l'idéal commun d'une famille, d'une classe, d'une nation. Et je me suis dit que peut-être que le sujet freudien
de Michael Jacobsen pourrait faire un lien avec quelque chose que tu es en train d'écrire, que tu as fini d'écrire. Alors, moi j'aimerais que tu m'expliques ça, et si ça a un lien avec la mouche bleue, si ça a un lien avec le journal protocolaire, si ça n'a aucun rapport, si c'est parce que tu sais pas quoi faire, donc tu écris des choses diverses et variées et pas variées. Voilà. Maintenant, je te laisse parler. Ok. Eh ben, c'est compliqué comme question. Oui, alors tout est lié. Bien sûr que tout est lié. Une mouche bleue, c'est quelque chose que j'ai écrit sur un grand nombre d'années. Ça m'a pris beaucoup de temps d'écrire les 2 tomes. Ça a pris 5 ans. Le journal protocolaire, au final, c'est plus long que ça, et ça s'est étalé sur 6 mois. C'est une écriture qui est très différente. Et puis, une mouche bleue, c'est du roman, c'est vraiment de l'invention, même s'il y a beaucoup de moi dedans, évidemment. Alors que le journal protocolaire raconte mon quotidien, mes émotions, etc. Et en parallèle du journal protocolaire, j'ai écrit un autre livre. Alors, ce livre-là, il est une histoire rigolote. C'est pareil, quand j'ai commencé le journal protocolaire, je m'attendais juste à écrire 2 ou 3 chapitres sur le fait que ça me saoulait, et puis ça a fini par donner un livre. L'autre livre que j'ai écrit, de manière quasiment contiguë, hein, parce que le livre dont je vais parler, ça a commencé en décembre, donc le mois juste avant. Et je l'ai écrit parce qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui était malade, qui souffrait d'un cancer, et qui était arrêté, et qui avait lu tout ce que j'avais écrit jusque-là, et qui me disait, mais j'aime bien la façon dont tu écris, est-ce que tu aurais d'autres choses à m'envoyer? Alors j'ai envoyé une bleu que j'avais déjà lu, plusieurs nouvelles que j'avais écrites et lues, et je lui dis, bah écoute, non, j'ai rien de plus. Sauf à écrire quelque chose de nouveau. Je dis, bah, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner un mot, et puis bah, moi, je vais essayer de t'envoyer un petit truc que j'écris dessus, là, éventuellement, tous les jours, quoi, un petit truc. Je crois que, sauf erreur, le mot en question, c'était liberté. Et puis, je me suis mis à écrire un chapitre, et puis 2, et puis 3, et puis je sais plus combien. Et ça, pareil, ça a fini par donner un livre qui s'appelle La Psy. Parce que la personne en question est psy, et que moi, c'était pour la blague au départ. Je me suis dit, tiens, je vais imaginer un personnage qui va aller chez la psy et puis raconter ce qui s'y passe, sachant que moi, je n'ai jamais fait de thérapie, je ne suis jamais allé chez une psy. Et, je me suis mis à écrire ça, et puis une chose en appelant une autre, on échangeait sur l'écriture des chapitres et tout. Et bah, en fait, ce bouquin, c'est devenu ma thérapie à moi, sans crier gare. Je me suis livré dedans, donc c'est une autofiction, parce que il y a beaucoup de romanesque dedans, mais il y a surtout beaucoup de moi, surtout au travers des séances du personnage principal qui s'appelle Lamar, et qui va pas bien. Il va pas bien au début, et à la fin ça va mieux, mais qui commence comme ça son analyse en jetant ces mots, et puis voilà, une séance après l'autre, on voit ce qu'il peut vivre en dehors des séances chez la psy. On apprend aussi à connaître le quotidien de la psy en question, de voir sa vie intime, celle de son fils, enfin, etc. Voilà. C'est plein de portraits enchevêtrés. Et j'ai fini ce bouquin-là il y a quelques mois, en me disant, bah, je crois que j'ai fait le tour de la question, ça y est, je suis guéri. En tout cas, potentiellement, et puis provisoirement, et donc bah, c'est bien, j'ai fini, puis bah, ce qui m'a guéri, c'est d'écrire un livre de plus. Donc tu l'as envoyé aussi Je ne l'ai pas encore envoyé, celui-là, je ne l'ai pas encore envoyé, parce que j'aimerais bien rajouter, je l'ai écrit, bah, pareil, hein, un peu dans l'urgence, et celui-là, contrairement au journal protocolaire, où vu que je racontais mes journées, là je ne vais pas rajouter quelque chose après coup, parce que ce qui était l'intérêt, c'était de voir ce que je ressentais sur le moment, même au bout de là, 1 mois et demi, après avoir quitté le collège, je sens que déjà les impressions sont plus les mêmes. Là, c'est encore différent, parce qu'il y a quand même de l'invention, et puis ça parle aussi de ma vie, ma vie d'enfant, d'ado, de jeune adulte, et donc voilà, c'est des choses que je garde en moi, quoi. Donc tu veux pas nous en lire un extrait? Mais bien sûr que si, je vais vous en lire un extrait avec grand plaisir. Bon. Ça, au moins, par rapport aux autres questions que j'ai du mal à comprendre des fois, ça c'était prévu. Donc, ça fonctionne par séance, ou
par chapitre intitulé qui porte le nom de certains personnages. Et là, c'est la séance 316. Donc c'est une séance avec une psy, c'est ça? Exactement. Et donc ça commence par des guillemets que j'ouvre, et c'est le personnage qui se livre directement. Il n'y a pas Et d'introduction. c'est la psy qui répond. Exactement. Ok, allons-y. J'ai recroisé mon collègue, vous vous souvenez? Celui dont je vous ai déjà parlé, Sylvain. Ça faisait un moment qu'on n'a pas eu à bosser ensemble sur un gros projet. Là, c'est le cas, et c'est toujours aussi compliqué. Je comprends pas ce mode de fonctionnement. On est dans la même boîte, on doit être tendu vers le même objectif, mais on dirait que c'est pas du tout le cas. Il n'a pas du tout changé depuis la dernière fois. Son but, c'est d'avoir raison, quitte à rouler sur tout le monde et à ruiner ce qu'on essaye de faire ensemble. Qu'essayez-vous de faire ensemble? Bah, je sais pas, d'avancer quoi. Répondre au cahier des charges, remplir la mission qui nous a été confiée. Tant que tout roule et qu'on est d'accord, il n'y a pas de problème. Et même, je vais vous dire, je me fais tout petit. Parce que Sylvain est un monstre de travail, de charisme et d'enthousiasme, et qui nous embarque tous, et qu'on avance plus vite et mieux. Mais dès qu'on s'oppose un peu à lui, c'est comme si le reste n'existait plus. C'est une lutte à mort pour savoir qui sortira vainqueur, qu'importe les dommages collatéraux. Dans ces moments-là, Sylvain est capable de changer complètement de visage, d'être injuste, cruel, contradictoire et même méchant. Méchant? Oui, méchant. Je sais que c'est pas hyper subtil comme terme, ni vraiment précis, mais c'est exactement ça. Il va taper là où ça fait mal, juste pour nous foutre à terre et s'arroger la victoire. Sauf qu'il n'y a plus du tout de victoire, vu qu'on a pris du retard sur le projet et qu'on a limite plus du tout envie de s'y investir. Mais ça, Sylvain, il s'en fout. Il arrive le lendemain à la bouche en cœur, en se demandant pourquoi on fait la gueule, avec une énergie renouvelée, et si on a le malheur de lui rappeler ce qu'il a dit la veille, il fait mine de pas s'en souvenir, ou s'en souvient vraiment pas, et en tout cas balaye ça d'un revers de la main comme si ça comptait pas. Sauf que ça compte, et que nous, en attendant, on s'en souvient. Vous avez utilisé le terme de monstre? Ah bon? Oui, c'est vrai. Et dans le sens monstre de travail. Mais en effet, ça va plus loin que ça. C'est une sorte de créature effrayante dans ces cas-là, qu'on n'ose pas affronter, ou qu'on affronte en sachant qu'on pourra juste perdre, en espérant simplement souffrir le moins possible. Je sais pas pourquoi on continue comme ça. En ce qui me concerne, je crois que chaque fois, je me dis que ce sera différent, et j'espère, tout en sachant que je serai systématiquement déçu. Et de fait, je suis toujours déçu. Alors, je le fais de moins en moins souvent, mais je continue de le faire quand même. Je sais pas vraiment pourquoi en fait. Je crois que je me dis que j'ai pas le choix, qu'on est bloqués ensemble dans la même boîte, mais qu'il faut bien que je m'adapte. Et pourtant, j'arrive pas à me résigner complètement. Alors j'essaie par moments de donner mon avis quand ça va pas dans son sens, mais c'est une sorte de cercle vicieux parce que ça me rend malheureux au final, et que ça sert à rien. Cela vous rend malheureux? Oui et non au final, de moins en moins, parce que je m'investis de moins en moins émotionnellement dans ces engueulades, mais ça continue à m'atteindre. Et plus ça va, plus je me rends compte que je me mets à être malheureux pour lui. Parce que je sais que je l'aime bien au final, Sylvain, mais que de plus en plus de gens n'arrivent plus à le blairer. C'est quelqu'un de chouette qui a plein de qualités. Il est drôle, avenant, original, intelligent. Et il est parfait quand on cherche quelqu'un derrière qui se cacher quand on n'a pas envie de s'exposer. On sait que Sylvain, de toute façon, il aura toujours quelque chose à dire. Mais ses sautes d'humeur commencent à saouler pas mal de collègues. Et si ça continue, et je sais que ça va continuer, il va se retrouver tout seul. Vous vous sentiriez coupable s'il se retrouvait seul? J'aimerais vous dire que non. Mais au fond de moi, je sais que ce serait un mensonge. Et ça se passe dans le milieu d'éducation nationale? Pas du tout. D'accord. Non. C'est pas un collègue de, Non. c'est pas un collègue d'éducation nationale. Là, le personnage qui parle, donc Lamar, il a retrouvé un nouveau boulot dans une boîte. Voilà. C'est aucun lien avec l'éducation nationale. D'accord. Et est-ce qu'il y a... Alors, j'aimerais poser une question aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent peut-être. Parce que nous regarder, c'est une chose, mais Vous écoutez ça? nous écouter, c'est quand même mieux. Je ne sais pas si vous écrivez, si vous avez déjà écrit, si vous avez déjà publié. N'hésitez pas à nous dire. Et puis, est-ce que quand tu écris, comment ça vient? Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre tous tes écrits? Ou est-ce que, tu vois, entre la mouche bleue, la psy, le PSG, enfin, Humboldt, enfin là, c'est pas d'écriture, c'est de la correction, mais voilà. Est-ce qu'entre tes différents écrits, il y a un lien, où ça devient comme ça, tu as une idée, et si c'est une idée qui vient, quelles sont tes prochaines idées? C'est très... bon, on y va. Hein. C'est encore une question à tiroir de ouf. Déjà, t'es revenu sur la question d'avant, genre j'avais pas donné la bonne réponse. Alors, je mettrai à part le bouquin sur le PSG et les autres, parce que le bouquin sur le PSG, c'était beaucoup plus contraint, que c'était une commande, déjà, de l'éditeur, et que même si on s'est vraiment fait plaisir avec Julien sur la façon de l'écrire et de le mener,
c'était quand même un travail de recherche qu'on mettait en forme, qu'on s'appropriait, voilà, auquel on donnait une ligne personnelle. Donc il n'y avait pas l'inspiration dont on avait besoin, c'était plus sur le fait de trouver un angle à nos chapitres. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de la banderole tout à l'heure, des chapitres sur la banderole, il y en a déjà eu dans je ne sais combien de bouquins. Donc, comment tu trouves un angle un peu différent, un peu original et qui vont avec le titre du bouquin, Histoire insolite. Sur les femmes du PSG, par exemple. Tu n'as pas reparlé de ça, tu en avais parlé Tout le monde n'était pas là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'avais écrit 20 chapitres sur l'histoire de l'équipe féminine du PSG, parce que c'est une chose qui n'a jamais été faite et que l'année de la publication, donc l'année dernière du livre, c'était l'année du 50e anniversaire du club féminin. Et l'éditeur enfin, l'éditeur, c'est pas l'éditeur exactement, mais une personne a complètement refusé ça en disant que le sport féminin, ce n'était pas intéressant. Donc voilà, c'était bon, un peu prescription maintenant. Sur le moment, c'était un peu dur à vivre parce que j'étais pas d'accord et que Julien non plus et que bon, on aurait pu nous donner plein d'autres arguments. Voilà, qu'on aurait pu entendre. Notre livre était déjà très long, c'était pas dans le cahier des charges à la base, ça, il n'y avait pas de problème, on pouvait complètement l'entendre. Bon, cet argument-là, le sport féminin, c'est moins intéressant que le sport masculin, un peu tiqué. Mais bon, bref, ces 20 chapitres-là, je les ai gardés, et puis on verra si ça sert à quelque chose. Et pour finir de répondre sur la façon d'écrire, c'est très particulier. Alors, j'ai parlé déjà à plusieurs reprises de Julien depuis tout à l'heure pour plein de raisons, parce qu'on écrit ensemble, parce qu'on échange énormément sur l'écriture, que lui aussi il écrit, que peut-être un jour tu le recevras. Mais il est beaucoup plus secret que moi sur ces trucs. Il distille les choses, il m'envoie une ou deux lignes par-ci par-là, il est très mystérieux. Mais lui ne comprend pas ma façon d'écrire. Il me dit que il aime bien la façon dont j'écris, mais il me dit mais toi, enfin parce que moi quand j'écris c'est une espèce de tsunami. J'attends en fait que ça déborde et puis à un bout d'un moment je lâche tout. Ce qui fait que c'est pas forcément très organisé ou très construit et que je dois repasser derrière. J'ai pas de plan de bataille. Julien, si quand il écrit, il a vraiment, il passe énormément de temps avant à faire des fiches sur les personnages, les lieux et tout ça, et puis après il se lance dans le processus d'écriture. Moi, pas du tout. Et c'est ce qui fait que des fois, dans Une mouche bleue, par exemple, quand j'ai relu, je me dis alors non, ça ne va pas du tout, parce que là j'ai dit qu'il avait 48 ans, en fait il en a 12. Donc non, ça marche plus, ça marche plus. Mais bon, bref, et c'était encore plus vrai pour la psy ou pour le journal protocolaire, puisque c'était quasiment de l'écriture quotidienne, presque automatique, pour la psy, surtout sur les séances où vraiment c'était souvent tard la nuit et que j'écrivais tout ce qui me passait par la tête pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui faisait une thérapie, hein, vraiment, qui calculait pas ses mots. Et que là, je suis revenu des fois sur certains chapitres après coup en me disant, bon, t'as lâché ça, mais notamment avec l'aide de personnes pour lesquelles j'écrivais ça à la base et qui m'a accompagné, qui me disaient, ben voilà, la psy qui a répondu ça, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il faudrait mieux qu'elle l'oriente là-dessus, parce que une psy, cette relance-là, elle est un peu étonnante, ou alors là, elle ne dit rien et c'est étonnant qu'elle dise rien. Enfin voilà. Donc mais ça a été très intéressant là-dessus. Et que ce soit les journaux protocolaires ou la psy, c'est des façons d'écrire que j'avais jamais expérimentées, parce que j'écrivais tout seul dans mon coin, et après, une fois que j'avais fini, je faisais lire aux gens, alors que là, il y avait une espèce de ping-pong permanent sur ce que j'écrivais presque au quotidien. C'était bien. Et puis alors sur les projets, sur les projets, déjà faire publier tout ça, ce serait pas mal, quoi. J'en ai 4 à faire publier, on va attendre de voir, et puis Parce que la correction, tu peux vivre de la correction. Ouais, je peux vivre de la correction. Alors, je ne vivrai pas de manière somptuaire, mais en tout cas, ça me permettra de me tirer un salaire qui correspondra à peu près à ce que j'avais dans l'éducation nationale, puisque j'étais à temps partiel sur la fin, et de pouvoir à côté mener ce que j'espère être une carrière d'écrivain. Dans tous les cas, moi, mon but, ça a toujours été dans la vie, un jour, de réussir à vivre de ma plume. Donc à la base, je pensais être journaliste pour cette raison-là. J'ai expérimenté l'éducation nationale et j'ai trouvé ça très très bien. Là, je corrige pour l'instant les manuscrits des autres. Voilà, ça peut être de la rédaction de contenu sur Internet aussi. Voilà, le fait d'être payé pour écrire, c'est quelque chose qui m'enthousiasme au plus haut point. C'est mon rêve, quoi. Vivre de ce que j'écris, ça a toujours été mon rêve, de toute façon. Laura repose la question, et le journalisme alors? Eh ben, alors le journalisme, on m'a proposé un poste en plus, donc, mais bon, dans un petit journal, journal qui s'appelle Libération. Mais pour l'instant, j'ai botté en touche parce que j'ai pas le temps.
mais si je veux, j'ai alors un poste, pas un poste fixe, mais de correspondant pour la région Normandie, euh, parce qu'il n'y en a pas. Mais bon, là, je me suis laissé le temps de voir un peu ce que donne ma reconversion en tant que correcteur, lecteur, parce que ça prend du temps aussi, et puis d'auteur. Et le cas échéant, ça peut être une autre piste aussi intéressante. C'est un petit journal sympa, Libération. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Pas Ouais, mal. Après, s'il y a le Figaro qui me demande, ou pas, encore mieux le Parisien, bon. pas le temps pour Libé, demande Laurent. Oui, c'est vrai que ça fait, Quand même. c'est vrai que ça fait caprice de J'ai bourgeois. pas le temps pour Libé. Non, Oh, tout à l'heure, tu parlais de Gilles Fumé. Gilles Fumé, je crois qu'il est en Suisse actuellement. Ouais. Lui, il doit faire les rubriques cinéma de Libé au festival de Locarno actuellement. Donc, voilà. Ouais. Oui, non, mais bon, effectivement, ça fait caprice de riche Un de petit dire peu ça. quand même. Genre, Enfin, je sais pas. Moi, non, mais ouais, un petit journal. quand je dis on m'a Libé. proposé ça, bon, c'est une piste et puis voilà, c'est à moi de le faire. Et si jamais je sais que si jamais j'écris certains papiers sur certaines choses qui se passent en Normandie, ce sera pris. D'accord. Voilà. Mais c'est pas Tu peux faire quelques piges pour Libé. voilà, comme c'est ça. C'est que quand sans tu être parles de correspondant, c'est un peu bon. C'est un peu comme le boulot de relecteur aussi. C'est à la mission. Donc ça peut aller avec le reste. Je vais voir en septembre parce que je vais expérimenter un rythme qui est pas le mien pour la première fois en 39 ans, non, allez, on va dire en 36 ans, parce que les 3 premières années, je devais pas y aller. Je vais expérimenter une année sans rentrée scolaire. C'est la première fois que je quitte l'école en 36 ans. Donc, je sais pas du tout comment c'est. Je sais que la vraie vie, je vais sortir. C'est incroyable, mais en fait, ça existe, le monde en dehors de l'école. Et je sais pas, peut-être que j'aurai plein de temps, je me rendrai compte que bah non, je peux faire ça et ce sera cool. Pour l'instant, il y a aussi une question de légitimité, c'est-à-dire que j'en rigole, mais Libération, c'est quand même pas rien. Et même si la personne qui m'a parlé de ça semble me faire confiance, voilà, pour l'instant, j'ai pas écrit une ligne, donc peut-être qu'il se dit ça, mais que ça le fera pas aussi. Ok. Est-ce que tu nous relis la suite d'Artémis? Voilà, la suite d'Artémis. Alors attends, parce qu'Artémis, elle est partie là maintenant. Je vais essayer de. Mais oui, si tu veux. Vas-y. Bon, donc j'étais arrêté au moment où Tu resitues pour s'il y a des personnes qui viennent d'arriver. ouais, rendez-vous au rectorat avec mon premier rendez-vous au rectorat pour ma reconversion parce que j'ai dit que j'allais pas bien et c'est une infirmière du rectorat qui me reçoit, Artémis, et que là elle est infirmière. Ouais, elle est infirmière. Oui, je dis au début, mais infirmière au rectorat, ouais. Ouais. Et donc, je décline mon identité, j'explique ce qui va pas, et elle a peu peur que je lui saute sur les genoux parce que je dis que son siège est inconfortable. Voilà, je m'étais arrêté là. Et que la vue est belle. Donc, au bout d'un moment, elle s'arrête et se tourne vers moi. Je retiens mon souffle. C'est le moment de vérité. Celui où les solutions concrètes vont pleuvoir et mes problèmes ainsi que ceux de l'ensemble de mes collègues immédiatement disparaître. J'ai bien pris note de tout ce qui vous pesait. Après, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas de baguette magique. Elle fait une petite moue, toute douce et toute mimi. Elle me dit ensuite que tout ce qu'elle peut faire, c'est remonter ça en haut, mais pas trop, rapport au secret médical. Et si je vous dis que j'en veux pas du secret médical? Pardon? Si je vous dis que rien de ce que je vous ai dit n'est secret et que vous pouvez tout faire remonter intégralement, vous le ferez? Eh bien, si c'est ce que vous voulez, oui, pourquoi pas? C'est exactement pour ça que je suis là, donc oui, je vous y autorise. Elle acquiesce doucement et mimiment. Je me permets de lui demander si je peux attendre quand même quelque chose de concret, même sans baguette magique, que ce soit pour moi, pour mes collègues ou pour nos élèves. Ah, vous savez, je ne peux pas faire de miracle. Après la baguette, le miracle. En plus de la formation hochement de tête, avec certification douceur et sourire mimi, je pense qu'Artémis a suivi le séminaire Métaphore et euphémisme, 2 ressources pour écouter sans entendre. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais faire remonter. Oui, mais remonter vers où? Eh bien, au-dessus. C'est-à-dire, eh bien, les ressources humaines, par exemple? Oui, exactement. Les ressources humaines, par exemple. Les ressources humaines, oui, je vais faire remonter aux ressources humaines. Artémis est ravie d'avoir eu cette idée toute seule. Tellement qu'elle s'enflamme et improvise même une initiative de petite faux-folle. Tenez, je vais même vous donner ma carte en 2 exemplaires. Une pour vous et une pour vos collègues, pour qu'ils puissent me contacter quand ils le souhaitent. Et sur celle que je vous donne à vous, je note le numéro de ma collègue des ressources humaines, Madame Corbelier. Vous la connaissez, non? Non. Même pas de nom? Ah non. Ah, bon. Dans le monde d'Artémis, le matériel est neuf, tout est mimi, et les profs connaissent les ressources humaines. L'espoir m'a quitté il y a un bail quant au bilan de l'entrevue.
mais je m'agrippe à ce qu'il pourra en rester. Puisque vous dites que mes collègues peuvent vous appeler, je pense qu'ils vont le faire. Ce sera pour avoir un rendez-vous comme celui-ci? Là, Artémis panique. Je la vois regarder sa carte de visite en se disant que c'est sûrement trop tard pour la reprendre, mais que la tentation est grande. Oui, oui, mais pas tout de suite, hein, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous prévus dans les jours à venir, alors ce serait bête qu'ils appellent pour rien. Oui, ou pire, qu'ils se déplacent pour rien. Je décide malgré tout de poser une dernière question pour être certain d'avoir bien compris. Donc, il n'y aura rien de concret qui se passera à l'issue de notre entretien, c'est bien ça? Non, ce n'est pas ça. Parce que déjà, le fait de pouvoir dire ce qui vous pose problème, c'est important. Et ça fait du bien, non? Et puis, vous savez, le numéro de ma collègue des ressources humaines, vous l'avez maintenant. Oui, mais justement, pourquoi je l'appellerais? Eh bien, pour votre reconversion. Vous savez, elle pourra sûrement vous proposer des formations qui vous intéresseraient, ou accélérer des demandes de formation que vous auriez pu formuler. Vous savez, c'est quelqu'un d'important, Madame Corbelier. Si elle avait osé sortir de sa réserve, Artémis m'aurait balancé un gros clin d'œil complice avec sa dernière phrase, j'en suis certain. Je comprends que le rendez-vous s'achève là-dessus. La solution pour m'aider à aller mieux, c'est de faciliter mon départ. Je me lève, la salue et, comme un con, la remercie. Je repasse par les couloirs tout doux, retrouve le kiosque tout mimi et les bosquets tout souriants. Je me dis que je suis en colère, mais que je ne peux pas en vouloir à Artémis parce qu'elle n'y peut rien, elle. Mais en montant dans ma voiture, c'est une autre conclusion qui me frappe. À force de ne pouvoir en vouloir à personne dans cette institution, je crois que je commence à en vouloir à tout le monde. Et puis une pensée en chassant une autre, je me dis que je suis désormais sûr d'une chose, contrairement à moi, Artémis, elle l'a eu du premier coup, son permis. Voilà. Donc je tiens à dire que, outre les commentaires, tout ce que j'ai écrit, et là j'insiste là-dessus, hein, les dialogues et tout, c'est 100% vrai. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est dit. Mais alors, donc là, tu as été au rectorat, tu es reparti. Ouais. Et puis fini, tu retournes plus au rectorat après. Si. Oui, alors, oui, oui, c'est vrai. Les noms ont été changés. Tout à fait. Ah, c'est la seule petite entorse. Moi qui pensais trouver Artémis. Ouais. J'allais taper Artémis, alors, rectorat, Caen. Les noms ont été changés. Après, je me suis amusé. Mais pas les prénoms. Voilà, je me suis amusé. Imaginons par exemple quelqu'un qui s'appellerait Diane. Eh ben, elle pourrait s'appeler Artémis. Voilà, c'est bon. Je me suis amusé sur les, et même sur les noms de famille, c'est assez rigolo. Mais si, j'y suis retourné après parce que j'ai appelé justement Madame Corbelier. J'ai appelé et puis après, dans le journal protocolaire, il y a le récit du rendez-vous avec Madame Corbelier. Et puis après, il y a son autre collègue qui arrive, Monsieur Ploudanec ou je sais plus comment. Et à chaque fois, les chapitres sur rectorat, c'est quelque chose parce que non, mais si vous avez besoin de rien, demandez à Artémis. Si vous avez besoin de rien, demandez à l'éducation nationale. En fait. C'est ça qui est ouf. C'est incroyable. C'est magique, quoi. Et mais là, j'en rigole parce que je suis parti. Sur le moment, c'est dur parce que là, j'ai encore 20 collègues, donc plusieurs qui étaient en arrêt et tout, qui ont envoyé des messages en disant que genre ils vont se foutre en l'air, quoi, ou ils vont pas bien, ça ruine leur couple, ça. Et ils ont zéro réponse, quoi. Et ce serait dans le privé, dans une entreprise, machin, il y aurait des trucs comme ça. Ce serait vraiment, ce serait vite scandaleux, on montre au créneau et tout. Mais t'as donné le numéro de téléphone des ressources humaines à tes collègues? Je suis arrivé. T'as distribué les cartes, t'as fait des photocopies. Je me raconte un moment, je suis arrivé avec la carte de visite en salle des profs en disant ça y est, on n'a plus de problème, on a toute la solution. Puis bon, vu qu'ils me connaissent un peu, ils m'ont pas cru. Mais ils t'auront cuit. Vu qu'ils connaissent un peu le rectorat, ils l'ont encore moins cru. Donc voilà. Donc c'est tout ça que je raconte et puis c'est. Et donc, je propose que tu nous lises maintenant, pour répondre à Stringer, que tu lises un truc. Non, c'est Stringer machin. Stringer, ouais. Stringer Bell. Une petite fin de. Alors, ouais, qu'est-ce que je pourrais. Je peux lire un truc, ouais, mais c'est pareil, c'est super long. Parce qu'il y a aussi des souvenirs dedans, mais ouais, non. Il est gentil, lui, avec ses trucs de fin, mais bon. Est-ce que ça se termine bien? Ça se termine que je vais beaucoup mieux qu'au début. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Mais que l'éducation nationale va pas mieux. Non, l'éducation nationale va pas mieux. Non, mais tac. Alors, tiens, allez, je vais lire ça. C'est sur la correction du brevet. Je peux lire ça. Bon. Où en fait, j'explique que donc c'est la J57, donc c'est vraiment la toute fin. J'explique ce que c'est que la réunion d'harmonisation quand on corrige le brevet, parce que moi, avant de quitter l'éducation nationale, j'étais professeur de français. Et donc, je corrigeais en collège, je corrigeais le brevet de français.
Et quand on corrige le brevet, on est accueilli le matin tous les profs de français correcteurs sont dans une salle et il y a ce qui s'appelle la réunion d'harmonisation. La réunion d'harmonisation, c'est pour beau, dire. quand même. Non mais J'adore. bon, bref, je vais lire après. Mais pour planter le décor, alors déjà, ce n'est jamais une bonne idée de rassembler 30 profs dans la même pièce. C'est horrible parce que il y a rien de plus insupportable qu'un groupe de profs. Ils savent pas se tenir. Non mais en vrai, j'ai vu des formations depuis ma reconversion avec des gens qui sont pas profs. Ils écoutent en fait quand on leur parle. Les profs, c'est fou, on dirait des gosses, mais et donc c'est ce que je raconte là, un peu en rigolant dans mon journal protocolaire. Bon, je vais lire parce que sinon je vais tout dire. Donc la réunion d'harmonisation, c'est toujours un sketch, quelle que soit l'année. En même temps, le verre est dans le fruit dès qu'on en saisit le concept. S'assurer que tout le monde va corriger le brevet de la même manière. Sur le papier, l'idée est louable et même logique. Il manquerait plus que les élèves soient inégalement traités. Sauf qu'il y a déjà un corrigé national officiel. Alors à quoi bon? Eh ben, c'est un symbole de plus de tout ce qui dysfonctionne dans l'éducation nationale. Les sujets sont conçus par des gens hors sol qui n'ont pas dû voir de gosses de moins de 20 ans depuis le siècle précédent. Et ce sont évidemment eux qui fournissent le dit corrigé officiel. Résultat, tous les ans, ce qu'ils attendent, quasiment aucun gamin n'est en mesure de le proposer. Alors, dans chaque académie, il y a après les épreuves une sorte de comité qui se réunit, épluche les premières copies et utilise les réponses pour adapter barème et correction. Adapter, c'est un doux euphémisme. Il y a peu encore, on avait le corrigé officiel avec des annotations. Maintenant, puisque tout le monde s'est rendu compte que ces dernières étaient plus longues que les saintes écritures, on nous donne même plus celle-ci, mais directement la version 2.0. Les vieux déconnectés de la réalité imposent, les gosses en chient, et nous, on colmate les brèches en gros, comme d'hab. Et encore, la version revue, elle est élaborée par des pontes du type inspecteur. Il faut encore une étape pour que ce soit retouché, enfin, par des profs qui ont croisé quelques gamins depuis moins de 10 ans. Et enfin, tout ça est présenté aux vrais gens, nous, les ouvriers qui allons mener le chantier de la correction. Des ouvriers qui découvrent alors souvent que ce qu'ils ont appris aux élèves, tout le monde s'en fout, ou presque, que ce n'était pas ce qu'on voulait qu'ils répondent, mais que quand même, on leur demande de corriger avec bienveillance. Je mets le mot entre guillemets parce que c'est l'un de mes préférés, mais que tel qu'il est utilisé par l'institution, il prend un sens orwellien, du genre la paix c'est la guerre, la vérité c'est le mensonge, etc. Leur bienveillance n'a rien à voir avec la mienne. Pour eux, être bienveillant, c'est jeter un môme qui ne sait pas nager là où il n'a pas pied, le regarder se noyer un moment avant de lui tendre la main quand il s'apprête à sombrer, et le sortir de là en se targuant de l'avoir sauvé. C'est le cas au brevet. Sujet débile, question à la con, barème inique, mais si le candidat a cité le texte pour justifier sa réponse, ne pas hésiter à mettre un point bonus. Par contre, quand les élèves doivent expliquer comment ils ont trouvé le COD, la fameuse question 8C que j'avais repérée en découvrant le sujet, s'ils répondent « j'ai posé la question, il a déclaré quoi ?», on n'accorde aucun point, parce que c'est pas assez technique. Et tant pis si on leur apprend à faire comme ça depuis à peu près toujours, et si on nous a jamais dit de faire autrement. Bienveillance, donc. Alors forcément, une fois que j'ai écrit ça, on peine à comprendre comment ça peut bien se passer, la commission d'harmonisation. Spoiler alerte, ça se passe mal. Et le pire, c'est que ça se passe toujours mal. Les profs réunis là se braquent, râlent, pignent, soupirent et protestent. Ce n'est en rien constructif, vu que le corrigé est déjà là, qu'il est le même pour tous les bahuts de la région et qu'on n'a pas le temps de tout remettre à plat. Alors à quoi bon? Je me suis souvent posé la question. Et puis un jour, il y a bien des années, j'ai eu l'honneur d'être convoqué pour être chef de centre, c'est-à-dire le mec qui va organiser et animer la fameuse commission. Pour ça, j'avais dû me pointer la veille avec les autres chanceux dans mon cas, pour me voir expliquer la marche à suivre. Et c'était édifiant. J'avais entendu des trucs du style « Bon, là les collègues ne vont pas comprendre parce que c'est pas au programme. Alors dites-leur qu'on ne sanctionne pas vraiment les élèves qui n'ont pas répondu, mais qu'on valorise ceux qui l'ont fait. » Ou « Pour la rédaction, on ne pénalise pas vraiment leur sujet. » Ça veut dire que si un gamin n'explique pas ce que va faire le soldat pour sauver son camarade dans les tranchées, mais raconte ses vacances et qu'il le fait bien, il peut avoir une bonne note? Oui, c'est ça. Il faudra bien le dire aux collègues. J'avais alors compris que j'allais m'en prendre plein la gueule pour pas un rond, que ce serait mérité, mais qu'il faudrait que je fasse avec. Et ce qui avait dû arriver était arrivé. Tout n'était pas du fait du corrigé non plus, cependant. Certaines collègues, en lettres, niveau nombre de profs, le féminin l'emporte très largement, avaient été particulièrement relous. Je me souviens surtout d'une paire de vieilles rombières de la team « C'était mieux avant, tout se perd ma pauvre dame, aujourd'hui les gamins savent plus écrire, normal ils lisent que des bandes dessinées, écoutent de la musique rap, alors faut pas s'étonner, mais on va donner le brevet des analphabètes comme d'habitude. » Qu'est-ce qu'elles avaient pu me prendre la tête? J'avais beau chercher à être conciliant, expliquant régulièrement qu'en effet, le corrigé et le barème étaient surprenants, que j'étais d'accord avec elles sur cette question, que j'étais dans le même bateau, puisque j'avais moi aussi des copies à me fader, et surtout qu'il fallait bien qu'on accepte, parce que sinon, il y aurait inégalité de traitement entre les candidats. Elles ne me lâchaient pas, revenaient sur tout, et régulièrement m'empêchaient de parler. J'avais vu que le temps passait,
Noter que la majorité silencieuse commençait à s'impatienter et que je n'allais de toute façon pas réussir à leur faire changer d'avis. Alors j'avais fini par les interrompre. Écoutez, je vais vous dire, faites comme vous voulez. Enlevez 15 points pour l'orthographe. Sanctionnez les élèves dès qu'il manque une virgule et mettez des zéros à l'appel. Puisque vous savez tout mieux que tout le monde et que l'égalité entre les gamins, vous n'en avez rien à faire, faites-vous plaisir. Et tant pis pour les gosses, c'est pas pour eux qu'on est là, hein. Elles étaient restées la mâchoire béante, tandis que plusieurs collègues gloussaient en silence. On ne dit pas ça normalement quand on est chef de centre. Elles étaient sorties en criant au scandale, en disant que ça n'en resterait pas là. Vous allez voir, ah ça non, ah ah. Et on avait enfin pu se mettre au travail. Et on ne m'avait plus jamais demandé d'être chef de centre. On ne Voilà. demandera plus jamais. Voilà, exactement. Et donc, la solution, Laura demande, c'est la reconversion pour toutes et tous. Une seule solution, la révolution. Non, pardon. Une seule solution. Non, pourquoi tu t'es excusé? Une seule solution, la reconversion. non, la reconversion quand on n'est pas bien dans son travail, oui, bien sûr. Évidemment. Julien, dont j'ai parlé à maintes reprises, lui, il a fait le chemin inverse. Il arrive du privé, il arrive dans l'éducation nationale et il a encore des étoiles plein les yeux et puis il est très très content. Il attend juste de pouvoir être sur un poste un peu plus stable. Il fait ses 120 km 4 fois par jour. Il fait beaucoup de kilomètres, comme moi j'ai fait pendant plus de 10 ans. Voilà, comme tout à l'heure. Ouais, moi j'ai fait ça. J'étais à plus d'1 heure le matin et 1 heure le soir, entre 1 et 2 heures pendant 12 ans. Voilà. Avant de me stabiliser là dans le bail où j'étais dernièrement. Moi j'avais dit que dès le début, dès que j'ai signé pour être prof, que le jour où je commencerais à être plus agacé que enthousiaste, il faudrait que j'arrête parce que c'est trop important pour les gamins. En fait, on ne peut pas se permettre d'être aigri quand on est prof. On a une trop grosse responsabilité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fini en étant encore au taquet et en me disant j'aurais pas fait l'année de trop où j'aurais fait payer aux gamins le fait d'être malheureux de mon travail. Ouais, c'est ça, c'est ce que dit Kate, un monde de fous, quasiment de l'absurde. C'est vrai qu'on est. Oui. Il y a des chapitres, c'est ubuesque, hein, c'est complètement. Ouais. Enfin, quand t'es dans la classe avec les élèves et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ces passages-là aussi. Je pensais que tu en lirais, mais tu peux pas tout lire. Tu seras obligé de revenir une fois que le bouquin sera publié. Mais j'ai trouvé que c'était assez génial. Ces élèves où on leur demande de parler de certains textes, et en fait, eux, ils ont leur propre histoire. Et en fait, ils analysent le texte à partir de leur propre histoire. Et le travail de l'enseignant, donc de ton travail, c'est non pas de les contrer pour leur dire non, c'est pas ça du tout, mais à partir de leurs mots, qu'ils puissent accéder au texte. Et ça, j'ai trouvé, c'était vraiment génial. C'est pour ça que le travail d'enseignant aujourd'hui est beaucoup plus intéressant qu'il l'était avant, parce que c'est beaucoup moins. On nous demande plus du tout de faire passer des représentations. Des éléments de culture et tout, oui, mais c'est pas dire aux gamins, genre, t'as pas compris le texte. C'est plutôt de voir ce qu'ils ont compris, en quoi ça résonne et tout, et d'accompagner leur représentation, leur vécu, et de voir en quoi le texte peut être un élément de leur vie, en fait, et pas les en dégoûter. Donc ça, c'est plus intéressant. Voilà, on va terminer sur ça. Tout à fait. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup, François-Xavier. Merci beaucoup. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, parce que mardi prochain, je serai dans les palettes de notre ancien distributeur Pollen, distributeur des éditions Nanda, parce qu'on va chez Serendip. Donc mardi, je serai dans le tri des palettes pour le nouveau distributeur. Donc je serai dans un dépôt, donc je ne pourrai pas faire de Twitch. Mais on se retrouvera mardi de la semaine d'après. Et je pense que ce sera un Twitch autour de la guerre de 14. Autour d'un bouquin que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je pense que ce sera ça. Donc en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt et belle lecture à toutes et tous. Salut!